Madame Kyenge, vous êtes la vice-présidente des réunions ACP-UE et donc la bonne personne au bon endroit pour nous dire comment ces 4 dernières années, vous pensez que les réunions ACP-UE ont contribué à créer une relation plus juste entre ces pays du Nord et du Sud. Bonjour, je suis effectivement vice-présidente de la délégation ACP Union européenne et donc de l'Assemblée parlementaire paritaire, organisme interparlementaire composé de 78 eurodéputés et 78 députés des pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Les relations entre l'Union européenne et les ACP se jouent en grande partie au niveau des gouvernements. Nous représentons la dimension parlementaire des relations entre l'Union européenne et les pays ACP. Organisée sur 3 commissions, dont la commission politique, la commission économique et la commission des affaires sociales. Notre assemblée a donné naissance à un forum des jeunes et au forum des femmes. Nous participons donc au volet dialogue des accords de Cotonou. Pendant ces 4 dernières années, nous avons beaucoup débattu sur des thèmes comme la démocratie, l'état de droit, le terrorisme, la séparation des pouvoirs, les conflits et leur impact négatif sur le territoire, la santé des peuples du monde, les accords économiques et commerciaux, le financement des partis politiques. Ce sont seulement quelques-uns des arguments qui ont ponctué l'ensemble des résolutions que nous avons adoptées. Je peux dire que nos discussions ont effectivement permis aux uns et aux autres de constater que la mondialisation est en train de changer radicalement le monde. Cette mondialisation a porté les pays ACP à adopter une attitude de refus du partenariatisme européen d'antan. Ceci a été le fil conducteur des positions politiques des délégués des ACP le long du mandat. Un refus du paternalisme qui s'est souvent exprimé de manière verbalement violente, laissant entrevoir les nécessités d'un plus profond travail de conversion des rationalités. Ce travail reste entièrement à faire, oui. La relation entre l'Union européenne et les ACP est certes plus crue, mais en même temps, elle reflète la réalité des visions et des contrastes. Elle paraît donc plus juste. Comment la politique commerciale internationale de votre parti politique peut-elle soutenir des mesures qui permettent aux pays africains de développer le secteur industriel en créant des emplois et des produits de qualité qui peuvent concurrencer les produits européens ? Le commerce international est un domaine beaucoup plus complexe qui n'apparaisse aux yeux au quotidien. En vertu des accords de Cotonou, l'Union européenne pilote l'arrimage des économies des ACP au commerce international. Dans ce cadre, 2 visions s'opposent au niveau de l'Europe. Il y a, d'une part, la vision libérale des gouvernements de l'Europe qui prône l'ouverture des marchés des ACP aux conditions souvent averses du commerce international, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur les sociétés africaines. D'autre part, il y a la proposition de mon groupe politique qui vise à introduire des mécanismes de correction et de protection dans les politiques commerciales entre l'Union européenne et les ACP, en exigeant chaque fois que les politiques commerciales soient respectueuses de l'éthique et de la moralité. Le long de notre mandat, il a souvent été question de discuter des accords de partenariat économique qui consistent pour la plupart en l'annulation progressive et réciproque des frais de douane pour permettre aux ACP de commercialiser en Europe et vice-versa. J'ai été parmi ceux des eurodéputés qui ont le plus critiqué les APE parce qu'ils sont basés sur une hypothèse de la capacité des économies des ACP à entrer immédiatement dans la concurrence européenne. Or, nous savons que les pays des ACP, n'étant pas suffisamment industrialisés, ils ne réussiraient ni maintenant, ni dans un futur proche, à résister sur un tel marché. Nous avons ainsi lutté pour que l'industrialisation des économies des ACP soit prioritaire aux accords. Cette industrialisation doit se faire sur initiative des pays ACP et surtout dans le respect des valeurs sociales et environnementales des pays concernés. Pour plusieurs raisons, nous croyons que l'Union européenne doit accompagner les ACP dans leur processus d'industrialisation dans un esprit de coopération désintéressée à la base.
Nous voyons ainsi dans l'implication réelle et, de la diaspora un gage pour la sincérité des rapports. En ce qui concerne la directive sur la transparence, quelles initiatives votre groupe politique a-t-il prises pour améliorer la transparence des entreprises européennes qui travaillent en dehors de vos frontières? Comment peuvent-elles garantir le respect des droits de l'homme et payer correctement leurs impôts lorsqu'elles ouvrent hors d'Europe? La réponse à cette question est spontanée. La résolution du Parlement européen sur la traçabilité a vu le jour au sein de notre groupe politique. J'ai été personnellement parmi les eurodéputés les plus actifs en la matière, étant donné mes origines katangaises. Je connais presque directement la question du trafic des minerais et les dégâts que cette pratique a pu infliger au continent africain. Non seulement nous poussons pour la traçabilité, mais nous avons aussi suivi l'évolution de la question le long de notre mandat au niveau de la Commission du développement, où il a régulièrement été question de suivre la mise en pratique de nos recommandations de la part de la Commission. Sur ce sujet, nous allons conclure le mandat par l'examen du guide aux entreprises que la Commission européenne a produit en collaboration avec l'OCDE et pour faciliter l'adhésion des sociétés minières et leurs intermédiaires aux indications de la loi sur la traçabilité. Sur les impôts, nous savons que ce sont les pays ACP qui décident de leurs régimes fiscaux et de leur application aux sociétés étrangères qui opèrent dans leur espace. Les politiques d'attraction des investissements étrangers poussent malheureusement les ACP à plus de souplesse, d'allègement fiscal pour les entreprises étrangères, notamment européennes. Donc il faudra trouver un moyen pour mesurer la valeur éthique des impôts versés aux pays ACP de manière à y contraindre les sociétés étrangères qui y travaillent. Pour cela, la législation des pays ACP est fondamentale. Il faut commencer par mettre des bonnes règles là-bas sur place et ne pas autoriser, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, le rapatriement total des bénéfices. Les modes de consommation européens exercent une pression sur les terres en dehors de l'Europe, ce qui accroît le contrôle du secteur privé sur l'alimentation et l'agriculture et sabote les droits des populations sur la terre et ses ressources. Quel modèle agricole allez-vous promouvoir en vue de réduire la faim et l'extrême pauvreté grâce à la coopération entre l'Europe et l'Afrique? J'ai toujours voulu inviter les ACP en Italie pour leur faire visiter les consortiums agraires qui existent dans ma région, l'Émilie-Romagne. J'ai toujours pensé à ce modèle agricole à petite échelle et que ce modèle était un bon modèle pour les ACP parce qu'il permet à des entreprises familiales de petite et moyenne dimension de gérer quelques hectares de terre et réussir à se maintenir sur le marché. Ce modèle émilien est donc basé sur une large diffusion territoriale de la production, une diffusion presque démocratique qui a vu se matérialiser ces principes dans la multiplication des petites et moyennes coopératives agricoles locales. Naturellement, un rôle fondamental a été reconnu aux institutions locales, notamment la région qui finance et promeut l'agriculture et les institutions provinciales qui se sont spécialisées dans la promotion des activités et des services structurants, la bonification des terres, la protection de l'environnement, la réglementation de l'usage des pesticides, la structuration des filières de transformation. Les institutions locales émiliennes ont même défini des zones artisanales et industrielles. Ils y ont réalisé les infrastructures pouvant faciliter la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles du territoire. Je peux dire que face aux libéraux qui poussent pour l'afflux de gros investissements dans l'espace agricole des ACP par des gros producteurs agricoles mécanisés, nous devons, à mon avis, soutenir l'émergence d'une agriculture diffuse qui puisse permettre aux citoyens des ACP de rester maîtres d'une partie de leur destin. Et c'est ainsi qu'ils pourraient bénéficier des produits de leur travail tout en conservant dans le temps leur intégrité et le respect qui leur est dû. À ce sujet, nous avons mené beaucoup de batailles pendant cette législature, notamment quand nous avons dû affronter le rôle de l'agriculture dans les objectifs de développement durable.
Si je pouvais emmener certains décideurs des ACP voir le modèle émilien, je le ferais avec énormément de plaisir. AEFJN suit avec grand intérêt l'énorme problème de l'accaparement des terres. En particulier le cas d'une entreprise agro-industrielle canadienne, Feronia, financée par une banque de développement allemande. En novembre 2018, la Deutsche Welle a révélé que Feronia non seulement s'emparait des terres, mais aussi maltraitait ses travailleurs et leur payait un salaire quotidien inférieur à 1 dollar. La banque de développement allemande, ce n'est qu'un exemple. Comment les députés abordent-ils cette question de l'accaparement des terres? Le problème de l'accaparement des terres dans les ACP par les entreprises occidentales est très ressenti au niveau du Parlement européen. Le long de cette législature, j'ai assisté à plusieurs conférences sur ce thème. Et souvent, nous avons eu droit à l'audition des activistes des terres accaparées qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits. J'ai personnellement suivi le thème au sujet du Libéria et de la zone des Grands Lacs. Et au sein de la Commission du développement, nous avons affronté avec assiduité la question de l'accaparement des terres et la violation des droits des autochtones. Je dois vous dire qu'en général, la sensibilité parlementaire est moyennement contre l'accaparement des terres. Et c'est ainsi que nous avons adopté avec une très large majorité des résolutions invitant les institutions de donner vie à des garanties juridiques et pour les populations dont les terres sont susceptibles d'exposition à des opérations de prédation agro-industrielle. Voilà dans l'ensemble l'orientation politique qui est la nôtre à ce sujet. Ici prend fin mon exposition dans cette vidéo et ma collaboration pour votre rencontre. Je remercie beaucoup José Luis Gutiérrez Aranda pour l'occasion qu'il m'a offert de pouvoir répondre à vos questions, ainsi que votre organisation, le réseau Foi Justice Afrique Europa, pour son engagement auprès des populations les plus vulnérables de notre monde. S'il y a eu un côté passionnant de mon activité d'eurodéputé, ça a été mon implication totale, corps et âme, dans les questions des ACP. Je l'ai fait avec toute la conviction nécessaire. Et je me prépare à commencer dès le premier jour de la prochaine législature, si j'aurai l'honneur d'y participer. Merci pour votre aimable attention.